Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, on a pas mal de choses à dire, que ça soit d'un point de vue long terme, court terme, d'un point de vue order flow, d'un point de vue heatmap, d'un point de vue pas mal de choses. Voilà, on va faire un programme très chargé, puisque on a le BTC qui nous fait une très bonne clôture weekly, et qui depuis 3-4 jours là est assez chaud. Voilà, on le voit bien, ça pousse pas mal, donc je vous donnerai mon avis sur la situation, sur à peu près toutes les casquettes, donc trading, court, moyen, long terme et investissement. Alors, cette clôture weekly, pourquoi elle est encourageante? Parce que déjà on a comblé notre zone d'imbalance sans se faire rejeter, d'accord? En général, les zones d'imbalance sont de très bonnes zones de localisation pour chercher des shorts, et on l'a bien cassé. On voit qu'à chaque fois qu'on essaie de la combler, on se faisait rejeter, et là on l'a bien cassé, donc beaucoup de vendeurs qui ont la tête sous l'eau. C'est très encourageant. On est toujours quand même dans un range et on est sur résistance à l'heure actuelle. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi sur résistance, on va revenir juste après. Mais ce que je veux déjà faire remarquer, c'est que dans ce range-là, on est pour le moment en tendance haussière. Les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. Maintenant, on est sur résistance, d'accord? Vu qu'on est dans un range et c'est délicat. Pourquoi c'est délicat? Alors, sur de l'intraday, sur du 15 minutes, il n'y a pas de souci pour faire de la continuation de tendance. Là-dessus, on est d'accord. Maintenant, pour des positions swing trading, d'accord, voire moyen, long terme, quand je dis long terme sur du trading, c'est on va être sur du 6 mois, voilà, des positions qu'on peut tenir longtemps, ok. C'est compliqué de rentrer ici. Pourquoi? Parce qu'on est sur résistance. On est dans un range, ok, et la borne haute, c'est pas une borne qu'on va chercher à longue, même si je sais que ça donne envie pour pas mal, parce que en ce moment, les gens sont un peu contents de ce qui se passe, et je suis tout à fait d'accord, tant mieux, mais on se positionne pas sur une zone de résistance. Pourquoi? Parce que là, si vous voulez rentrer, vous rentrez ici. Votre stop loss, vous le mettez où? Techniquement, c'est sous un creux majeur, ici. Bon, risque de 2 pour 1, ça nous emmène vers les 43 000 $. Est-ce que franchement, le risque qui est pris pour la target est intéressante? Non, pour moi, c'est un risque trop important pour un rendement qui n'est pas assez intéressant. Donc voilà, après, il y en a qui pourraient mettre leur stop ici pour aller chercher un risque plus serré. Moi, je trouve le trade n'est vraiment pas intéressant. Donc voilà, il y en a beaucoup qui sont dans le scénario où ils se disent mince, j'ai raté le mouvement, qu'est-ce que je fais? Alors déjà, si vous ratez un mouvement sur l'intraday, sur du scalping, sur du swing trading, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que des opportunités sur les marchés, il y en a tous les jours, il y en a tout le temps. Sur du scalping, il y en a toutes les secondes. Sur de l'intraday, il y en a toutes les 5 minutes, surtout sur même toutes les minutes, d'accord. Et sur du swing, il y en a énormément. Vu le nombre d'actifs qu'il y a, on peut se faire plaisir. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est ça de se dire ah merde, et FOMO maintenant. Non, tant pis, vous avez raté le mouvement. Si vous n'êtes pas dedans, moi je suis pas dedans. D'un point de vue margin, je l'avais dit il y a pas longtemps, je suis pas dedans. Donc quand je dis margin, c'est d'un point de vue avec des leviers, d'accord. D'un point de vue trading, je ne suis pas dans ce mouvement-là. Et il y a pas de souci. Maintenant, il y a ceux qui se disent, ok, merde, d'un point de vue investissement, déjà j'attendais les 14 000 $, il y en a plein qui les attendaient, et bon, on avait bien anticipé, même si j'aime pas ce mot-là, on avait bien préparé comme qu'on se retournait. Et il y en a qui se disent, ok, merde, je voulais rentrer sur les 25 000 $, finalement je suis pas rentré, et là je rate le mouvement. Le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui ont une mauvaise mentalité au moment où ils cherchent à investir, c'est que à chaque fois ils veulent le point le plus bas possible. Donc ça veut dire qu'ils sont ici, ils se disent, ok, si on retourne chercher les 25 000 $, trop bien, je rentre. On arrive sur les 25 000 $, ouais, mais le marché, c'est pas incroyable, entre la guerre, l'économie, bon allez, on va chercher les 20 000 $. On va chercher les 20 000 $. Ah non, on peut aller encore plus bas. Et au final, ces gens ne rentrent jamais, d'accord? Et au final, le marché se retourne. Et ces gens-là, ils rentrent ici. Et ils se retrouvent à FOMO et à rentrer au pire moment, d'accord? Voilà, il y en a plein, je l'ai vu ici. Je l'ai contesté ici, qu'il y en avait beaucoup qui avaient raté le mouvement et qui ne savaient pas, qui n'arrivaient pas à rentrer. Parce qu'ils attendaient les 14 000 $, on leur a montré sous leur nez, juste au-dessus, à quelques pourcents, au-dessus des 14 000 $, on a été chercher les 15 500, comme quand on posait une structure de bottom. En plus, avec le marché, le sentiment, tout le monde était négatif, tout le monde voyait des targets beaucoup plus bas, et voilà, on a eu ici une confirmation, comme quand on posait un bottom, et les gens ne cherchaient juste à lutter contre ce mouvement et n'acceptaient pas. Et c'est ici, voilà, qu'ils attendaient un retracement pour se positionner, sauf que, sur du très très long terme, sur du 2, 3, 4, 5 ans, il n'y a pas un gros changement entre 24 000 $ et 17 000 $. D'accord, c'est toujours des bonnes zones d'entrée. Maintenant, sur du moyen terme, c'est compliqué de rentrer ici. Quand on a une bougie comme ça, c'est compliqué de rentrer ici parce qu'on est sur une grosse impulsion. Donc voilà, si vous avez raté le mouvement, moi ce que je vous dis, et ça je le dis depuis un moment, depuis un an, de toute façon vous pouvez regarder la toute première vidéo, j'en parle, vous tracez votre Fibo, point le plus bas, point le plus haut.
tracez votre zone de rechargement. Cette zone-là, c'est une très bonne zone pour accumuler sur du long terme. Et vous pouvez pas me dire que vous avez pas eu le temps parce qu'on y est resté un long moment. Comme je dis, vous pouvez regarder la toute première vidéo que j'ai faite. Moi, je vous avais dit que les 20 000 $, c'était une très très bonne zone pour rentrer en position. Alors c'est sûr, je n'ai pas eu le bottom parfait. Ça, c'est sûr, j'ai pas eu les 15 500 $, mais au moins j'ai un très bon point d'entrée sur du long terme. Donc voilà, ceux qui cherchent à anticiper le bottom, bah vous l'aurez jamais. Ou si vous l'aurez peut-être une fois sur 100, une fois sur 200, et ça sera juste un coup de chance, d'accord? Parce qu'on peut jamais avoir un point bas ou un point haut au point près. Donc voilà, maintenant comme je dis, si vous avez vraiment une horizon de temps très très long terme, il n'y a pas une grosse différence entre un 25 000 $ et un 30 000 $. Par contre, si vous rentrez là, acceptez que le marché peut corriger, et s'il décide d'aller plus bas, vous pouvez avoir un drawdown de moins 30%. Si vous l'acceptez, il n'y a pas de souci. Si vous l'acceptez pas et on fait un moins 30% et vous avez vous panique sell à ce moment-là, ok. Donc au niveau des 20 000 $, c'est con parce que c'est vendre sur un bottom. Donc en général, la plupart des gens se trompent, ils achètent sur une résistance et ils vendent sur un bottom. C'est comme ça, c'est un peu la psychologie. Mon but c'est de d'aider les gens qui me regardent. Je peux pas aider tout le monde. Mais ne faites pas cette erreur-là, s'il vous plaît, de rentrer en position en achat sur résistance et de sortir à perte sur un support. D'accord, c'est la pire chose à faire. Donc voilà, ça c'était vraiment surtout sur du long terme pour le BTC. Or maintenant, si on a une cassure à la hausse de ce niveau-là, d'un point de vue action de prix, juste déjà les prochaines targets, on a les 36 000 $ et les 46 000 $. C'est deux niveaux qui sont très intéressants. Intéressant pourquoi? Déjà intéressant pour prendre des profits. D'accord? Si vous êtes rentré assez bas, ici, on fait quand même une performance là de x2, là de 160%, x2,5, c'est des bonnes performances, d'accord? Donc on peut être déjà sur de la prise de profit. Alors je vous dis pas de tout sortir vos BTC, mais on peut déjà sortir 5-10% de prise de profit. Oui, je vois le BTC faire un nouvel ATH, ok? Maintenant, faut quand même sortir de ces positions et il faut vendre, d'accord, sur des niveaux intéressants, sur des retracements ou des extensions au cas où on a un nouvel ATH. Donc les 36 000 et les 46 000 $ sont un très bon niveau pour prendre des profits. Ça peut être également une bonne zone pour chercher des shorts. Alors attention, on ne short pas n'importe comment. Si on commence à pump comme ça, on shorte pas une fusée qui pump, hein, comme on n'achète pas un couteau qui tombe. Par contre, si on y va doucement, on pousse à la divergence baissière, qu'on a une pattern de distribution qui se met en place et qu'on la valide tout simplement, là on pourra chercher des shorts, d'accord? Mais voilà, on ne se positionne pas n'importe comment. En tout cas, c'est de très bonnes zones. Déjà, juste d'un point de vue action de prix, hein, c'est des zones où il y a eu pas mal de rejets auparavant. Si je mets des fibos de mémoire, on a des confluences. On a nos 0,382, une bonne confluence au niveau des 36 000 $, et on a les 0,118 également au niveau des 48 000, 49 000 $. Voilà, c'est un très bon niveau également. Et on peut mettre des extensions de fibos de ce mouvement-là, de ce range-là. Alors, voilà, on a les 1,118 qui s'alignent parfaitement. Est-ce que c'est le hasard? J'en sais rien, mais en tout cas, les 36 000 $, on voit que ça sera une très bonne zone. L'extension, comment l'utiliser? En fait, quand on va voir la cassure de ce range-là, l'extension de Fibonacci entre les 1,118 et les 100%, c'est une zone de prise de profit théorique. D'accord? C'est-à-dire que les acheteurs qui sont rentrés dans ce range-là ou à la cassure, il y a de grandes chances qu'ils prennent des profits. Alors, pas tous, hein, mais voilà, comme je dis, c'est une prise de profit théorique où on s'attend à une réaction. Des acheteurs qui prennent profit, c'est des clôtures de position, ok? Quand vous êtes un acheteur, vous êtes un futur vendeur. Quand vous êtes un vendeur, vous êtes un futur acheteur. Donc des acheteurs qui clôturent leur position ici, c'est des ventes. Des ventes, c'est tout simplement un ralentissement du cours et potentiellement un retracement, d'accord? Donc voilà, cette zone-là, elle est très pertinente. Les 36 000 $, c'est une zone que moi, je surveillerai. Est-ce que je dis qu'on va y aller? J'en ai aucune idée. Par contre, si on y va, c'est une très bonne zone à défendre. Voilà, rien d'autre à ajouter sur du long terme, d'accord? J'ai fait un point assez complet. J'ai fait un point assez complet. Maintenant, sur du plus court terme. Alors pour le moment, on a un flux qui est très haussier, un momentum qui est très bullish, et on ne cherche pas à lutter contre ce mouvement. Comme je l'ai dit, ne cherchez pas à short, ne vous mettez pas sur du 15 minutes en vous disant « Ok, je vais choper le top », non, parce que vous allez vous faire défoncer, d'accord? Pourquoi chercher à penser de cette manière-là en se disant « Ok, j'essaye de trouver le top », alors que vous avez une tendance haussière. Qu'est-ce qu'on constate? Les mouvements dans une tendance haussière sont beaucoup plus hauts, ok, que de lutter contre cette tendance. Vaut mieux jouer dans le sens d'une tendance que à contre-tendance, on le voit bien. Hein. Dans une tendance, ok, on le voit bien, hop, très simple. Dans une tendance haussière, si votre entrée elle est pas incroyable, vu que vous êtes dans la tendance est avec vous, donc vous aurez quand même plus de chances de vous en sortir. À contre-tendance, si votre entrée est dégueulasse, vous allez vous faire atomiser, parce qu'on voit bien, la tendance haussière, l'impulsion, ok, est beaucoup plus importante, 7%, que le retracement, entre le point le plus haut et le point le plus bas, moins 2,5%. Donc, pourquoi les gens cherchent à anticiper le haut, alors qu'ils peuvent jouer prolongé dans cette tendance? Je sais pourquoi ils se disent ça, parce qu'ils se disent, s'ils ont le point haut,
ok, ils vont pouvoir vraiment profiter à fond et de anticiper un point haut et profiter de toute la baisse après. Le problème c'est quoi? La plupart des gens, quand ils ont le point haut, ils coupent leur gain hyper rapidement. C'est-à-dire que, admettons, vous trouvez le point haut, hein, voilà, on a cette tendance haussière, ok, et voilà, on peut dire ici qu'on est sur un retracement et un début de tendance baissière. Donc ici, ils sont rects, ici ils sont rects, donc tout simplement ils sont stop loss. Là ils trouvent le point haut, ok, super. Alors, ils étaient de base à contre-tendance, mais on a une inversion de notre tendance et ils ont le point haut. Le problème, c'est au lieu d'avoir vraiment un risk-reward qui est conséquent et qui compense toutes les pertes qu'ils ont fait avant, donc par exemple du 4 pour 1, 3 pour 1 qui est un très bon risk-reward, et ben voilà, ils vont clôturer leur position à 1 pour 1 ou 2 pour 1. Voilà. Quand vous faites de la contre-tendance, ayez une entrée qui est très précise, ok, ne vous chiez pas sur l'entrée parce que vous allez vous faire dégommer, et surtout, ne coupez pas vos pertes, ne coupez pas vos gains rapidement, vos gains compensent vos pertes. Et c'est ça qui est dur à contre-tendance, c'est que, c'est dur de laisser courir les gains parce qu'on a contre-tendance, mais si vous avez des risques de 1 pour 1, vous allez vous faire défoncer parce que avoir 50-60% de réussite en contre-tendance, c'est pas facile, ok? Donc la meilleure chose, c'est ne tradez pas contre-tendance et trader dans le sens de la tendance. Donc je reviens en daily, on n'a pas pour le moment de confirmation de retournement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de divergence baissière, on n'a pas de structure de M-top, pour le moment la tendance se prolonge. On est tout de même dans notre zone de rechargement de short, qui est une zone, on l'a même cassé, on a consolidé, on est en train de la casser. Donc ici c'était une zone où techniquement les shorters devaient défendre pour marquer un top, ok, s'ils décidaient de maintenir ce sommet là plus bas que le précédent, enfin qui voulait faire un sommet plus bas que le précédent, c'était ici, comme on a eu ici par exemple, voilà, on retourne dans notre zone de rechargement, on se fait rejeter. Typique de creuser sommet de plus en plus bas. Ici pour le moment on casse, et voilà, pour moi on part bien pour break. Maintenant je veux pas m'avancer là-dessus parce qu'on est sur résistance, et même si je dis qu'on part bien pour break, je ne prendrai pas de décision juste en me disant ok, parce que là c'est juste mon intuition et c'est pas des faits techniques. Sur du plus court terme, donc là c'est le genre de moment quand on a de la volatilité comme ça, quand on a une tendance qui est parfaite, là c'est l'idéal pour chercher à rentrer en position sur la suite tendance au niveau des moyennes mobiles. Alors moi j'adore ça, quand on a comme ça un break net, une grosse impulsion daily, weekly, que toutes les moyennes mobiles se crossent à la hausse, le 15 minutes, le 5 minutes au-dessus du 15 minutes, le 15 minutes au-dessus du 1 heure, le 1 heure au-dessus du 4 heures, tout est à la hausse, c'est parfait. Quand on a des pullbacks comme ça, c'est juste génial. Voilà, on le voit bien, on revient chercher ici notre tunnel 15 minutes, qu'est-ce qu'on fait direct au moment où on est dedans? On structure tout simplement un W de continuation de tendance, breakout, pullback sur la ligne de coup en confluence en plus avec des points pivots, donc ça c'est parfait, et on repart dans une tendance haussière. Et pour le moment, on fait juste ça, voilà, des structures, des W sur des zones très pertinentes. Et voilà, pour le moment, alors là je ne chercherai pas à longue, parce que sur de l'intraday on est beaucoup trop, mais voilà, vous voyez, on attend un retracement. C'est-à-dire que ici, on a une petite phase où voilà, on a une petite divergence baissière. Une divergence baissière dans une tendance haussière, ça nous indique pas un retournement, ça nous indique ok, on a un affaiblissement acheteur, on rentre potentiellement dans un range. Et on voit que bon, c'est pas un très beau range, mais voilà, on était dans une box ici, on hésitait et on a une continuation de tendance. Mais attention à la divergence baissière qui peut vous dire ok, je ne vais pas rentrer en position. Non, ça veut dire attention, méfiance, mais il peut y avoir toujours des setups de continuation de tendance. Pour le moment, en tout cas, la tendance est bien amorcée, vu qu'on on se fait rejeter que dans le tunnel 15 minutes, on vient même pas chercher le tunnel 1 heure. Quand le tunnel 15 minutes faiblira, et il cassera, c'est obligé qu'il casse un jour, parce que sinon, si on a un tunnel 15 minutes qui est aussi à la hausse, on va aller chercher des targets assez rapidement dans les prochains jours, mais au bout d'un moment il va casser. Le prochain niveau, ça sera tout simplement le tunnel 1 heure. Et pareil, si celui-là casse, le tunnel 4 heures, etc., etc. Faut un peu jongler sur les unités de temps, 15 minutes plutôt sur l'intraday, 1 heure entre l'intraday et du swing, et les 4 heures plus pour du swing. Donc voilà, la continuation de tendance pour le moment, je ne cherche pas à short ça. Je voulais regarder les heatmaps. Alors, heatmap c'est tout ce qui est tout simplement les ordres en attente d'être exécutés, donc c'est des ordres limites, d'accord. Alors tout ce que vous voyez là, c'est des gens qui cherchent à short. Maintenant, c'est des ordres qui peuvent enlever rapidement. Donc je vais pas dire c'est pas fiable, c'est juste on peut pas utiliser que ça, parce que là on voit que sur les 32 000 $, il y avait combien j'avais 365 BTC, 360 BTC, ok. Si tout le monde les retire, c'est pas qu'une personne, c'est plusieurs personnes. S'ils décident de retirer leur ordre, et ben il peut y avoir un trou. Moi ce que je constate, c'est qu'il y avait énormément d'ordres au niveau des 30 000 $. On a eu un premier rejet, on est venu le chercher, on l'a cassé, ok. Ici, on est en train de travailler un niveau, on a été le chercher ici, on le retravaille, on est en train de le casser, et je vois que pour le moment, tous les niveaux où il y a des ordres de vente, on vient les chercher une fois, on se fait rejeter, et ensuite on y retourne et on casse. Le prochain niveau c'est les 32 000 $, ok, et ensuite il y a un gros gouffre jusqu'aux 35 000 $. Donc
Voilà, c'est très défendu ici par les vendeurs. Par contre, si on commence à break, et ils le savent, et c'est pour ça qu'on peut avoir un short squeeze, ils le savent, les vendeurs, que si on commence à s'affranchir de ce niveau-là, c'est le dernier niveau qu'ils veulent défendre, parce que si on commence à y aller, on peut rapidement aller chercher les 35 000 $. Et voilà, cette zone de 35-36 000 $, c'est la zone que j'ai surveillée où je vous dis, techniquement, si on commence à break, il peut y avoir un short squeeze, c'est-à-dire qu'on liquide énormément de vendeurs. Rappelez-vous, des vendeurs qu'on liquide, qui clôturent leur position, c'est des acheteurs, ils rachètent leur position, et on peut avoir des gros mouvements à la hausse. Voilà. Donc, voilà, ça peut aller très vite et on peut très très vite aller chercher les 35 000 $ si on s'affranchit de ce dernier niveau des 32 000 $. Donc ça c'est d'un point de vue liquidité. Voilà, je suis sur Binance, hein. Alors là je suis sur Binance, on peut prendre d'autres exchanges également, mais je regarde sur Binance, c'est là où il y a le plus de volume, c'est ce qui me semble le plus logique. Et pour le moment on a d'un point de vue ordre acheteur, ça monte légèrement, il y a quand même du soutien. Bon, ça reste léger quand même, mais bon, ça se voit d'un point de vue agressif, ça pousse pas mal. Et de toute façon, d'un point de vue agressif, on le voit sur le CVD, hein, ça pousse. Les creux, les sommets sont de plus en plus hauts. L'open interest, pour le moment, ça s'emballe pas tant que ça monte doucement mais sûrement. Il n'y a pas énormément d'euphorie de gens qui cherchent à pousser, hein, dans le sens où on n'a pas une grosse montée de l'open interest qui monterait plus haut que le cours. Là, si je prends juste point le plus bas, point le plus haut, je suis sur un 15%. Si je vois l'open interest, il a augmenté de combien? 11%, 12%, voilà, il y a pas un gros FOMO, hein, comme il y avait à l'époque. À l'époque, c'était vraiment hallucinant, des fois on avait juste un petit mouvement à la hausse, ça y est, on avait plus 15, plus 20% sur l'open interest. Les gens ont du mal à rentrer, j'ai l'impression, sur les contrats perp depuis le crash de FTX. De toute façon, il y a moins de volume sur les échanges, j'ai l'impression, après faudrait que je vérifie sur les stats, mais de toute façon on le voit, l'open interest depuis la crash de FTX ici, c'est plutôt calme, alors qu'on a un prix qui monte doucement. Tant mieux, vaut mieux que ça soit le spot qui pousse que les contrats dérivés, ok, parce que bah là c'était le problème, c'est que là il y avait énormément de mouvements qui étaient dus à de grosses liquidités, ok, de grosses liquidations, donc ça s'est calmé, et tant mieux, vaut mieux une montée saine, ok, que des montées via des clôtures de position et des liquidations. En tout cas moi c'est comme ça que je le vois, et vaut mieux se fier au contrat spot que au contrat perp. Alors sur du long terme, hein, sur du court terme bien sûr on prend le contrat perp en question. Mais voilà, d'un point de vue order flow, pas grand chose à ajouter de plus. On a de l'open, le CVD qui pousse bien. Une bonne vague haussière pour le moment. Là on avait un funding négatif, c'était très encourageant, ça nous montrait comme quoi les gens ne croyaient pas au mouvement et cherchaient à lutter contre ce mouvement là. Donc voilà, c'est très intéressant, et pour le moment on n'a pas eu de gros pics de liquidation ici sur cette mèche, pas mal, mais voilà, le prochain niveau c'est je pense si on va chercher les 32 000, ici on pourra liquider énormément de monde. Et comme ici on avait liquidé énormément d'acheteurs sur ce mouvement là, on pourrait liquider peut-être pas autant de vendeurs, peut-être pas autant, mais pas mal quand même. Donc affaire à suivre. Voilà, pour le BTC, je pense un brief assez long, je sais pas je suis à combien de temps, mais il y a beaucoup de choses à dire. Je voulais regarder, ouais, avec vous, tac, l'indice du dollar, où on pourra avoir également un signal très encourageant, c'est si il nous break ce niveau-là. Pourquoi? Parce que on est quand même sur une bonne tendance, ok, on est sur un V-bottom, on a une divergence baissière, on a pris la liquidité, on est clairement sur résistance. Si on commence à structurer ce M-top, on aura tout simplement un retournement de tendance. Ici, les creux, les sommets étaient bien plus hauts. On avait quand même une bonne tendance, hein, où vraiment il y avait des acheteurs qui poussaient et on laissait très peu de place pour avoir des pullbacks et se positionner. C'était vraiment, voilà, vous voyez, on retraçait très peu. Maintenant, ce genre de, oubliez pas, hein, comme je vous dis, quand on a un élastique qui est autant tendu, quand on a un ressort qui est autant tendu comme ça repart de l'autre sens aussi vite, d'accord? Donc méfiez-vous là-dessus, mais c'est bon signe pour le marché. Si on commence à break ce niveau-là, structure de M-top, on pourra avoir les marchés traditionnels, donc S&P, Nasdaq, etc., contre le USD du coup, et également le BTC, qui pourront en profiter. Donc voilà, tant mieux. C'est vraiment un signal très intéressant qui peut nous faire un retracement sur l'indice du dollar et nous permettre d'avoir un BTC qui performe bien dans les 2-3 prochains mois. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. On a le halving qui approche également, ça je le répète toutes les semaines, mais il doit rester 170 jours à peu près. J'avais vu ça, je crois, je sais plus où, mais 170 jours, donc il reste pas grand chose, hein. Il reste 5-6 mois, ça approche. Alors le halving ça a surtout des conséquences sur du long terme, attention pareil sur du court terme à ne pas FOMO, parce qu'on peut avoir sur du court terme un dump, ok, ça ne m'étonnerait pas. Dites-vous la majorité des gens ce qu'ils pensent, ok. Si tout le monde dit ok, au moment du halving ça va pump, il y a plus de chances que ça dump. Si au moment des ETF de spot ça doit pump, si tout le monde pense ça, il y a de grandes chances que ça dump. Sur du court terme, maintenant, sur du long terme, oui, ça sera bullish. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. On verra Chainlink cette semaine, sûrement demain ou après-demain, qui est ici, qui nous break un gros niveau. On en parlera, et on parlera de pas mal d'altcoins
qui retrouve un peu de couleur, ça fait plaisir. Bon voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez du BTC. Ça se trouve certains se sentent mal, parce que oui, on n'est pas obligé de se sentir mal que quand ça descend, on peut se sentir mal aussi quand ça monte parce qu'on n'est pas rentré en position. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et à poser des questions, et je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et on se dit à demain, bye bye.